bonjour à toutes et à tous. Dans l'info majeure de cette fin février, la route RD 934 entre Crespin et Quivencelle sera barrée du 19 février au 8 mars prochain. Je vous laisse donc avec le résumé de l'Assemblée Générale de l'APPMA Crespin-Quiévrochin. Ce sont nos amis pêcheurs. Et nous aurons aussi la très belle présentation du team USVC 2024 qui a eu lieu dernièrement à la salle des fêtes. Là, ce sont nos amis cyclo. Et enfin, un dernier retour sur les nuits de la lecture à Crespin avec la romancière Camille Duhé. Une bien bonne bimensuelle 204 et donc à bientôt sur Crespin Télévision. Alors la PPMA de Quiévrochin à Crespin, comme tous les ans, garde des objectifs proches des citoyens de Quiévrochin à Crespin et des jeunes, avec son atelier pêche nature. L'année va commencer de la pêche à la truite au mois de mars, le 9 mars. Et ici, nous tenons notre assemblée générale pour donner les modifications qui ont été actées dans l'arrêté préfectoral 2024. Cette année, avec le CIMEA, nous avons mis un barrage flottant dans l'Oignon, au niveau du pont de la rivière. Et le 24 février, à 10h au matin, nous allons enlever le barrage flottant, ramasser les ordures qui y sont. Et du coup, à partir de 9h, on va organiser un petit ramassage, un petit nettoyage sur les digues. Et on se regroupera tous à 10h au pont pour enlever le barrage flottant. Et après, aux participants, il y aura un petit pot. Voilà. Pour Crespin, bien sûr, nous aurons notre journée de pêche le 9 mai, ça doit être ça, avec l'appui de la municipalité de Crespin. Et on fera aussi, des actions auprès des jeunes, au moulin de Crespin. Nous espérons avoir toujours autant de pêcheurs, ce qui fait vivre l'association et qui donne de la vie, dans les communes. Dans l'étang du parc, on vient de faire un déversement à hauteur de 2495 €. Il y a 200 kg de cardon, 50 kg de rotan, 50 kg de tanche, 50 kg de carassin. Petite évolution par rapport à 2022. On n'a pas mis de brochet cette année, parce qu'il y en avait suffisamment. Donc la prochaine, on pensera en mettre de taille conséquente. Et il a été introduit des carassins de taille conséquente aussi pour augmenter le plaisir de la pêche. On n'a pas mis de petits carassins. Ce sont des carassins de taille importante. Combien, Jean-Luc, de taille de carassins? 1 kg 1 kg 800 grammes. Que dire là-dessus, oui, c'est vrai qu'il y a eu un petit malaise de ce niveau-là, c'était à cause de la chaleur, je pense. Donc on a préféré quand même, vu qu'il commençait déjà à avoir des vidéos sur Internet, on a préféré quand même de fermer quelques jours. Ça n'a pas duré longtemps, je crois qu'il y a eu des contrôles aussi faits par la fédération. Il faut quand même savoir que la fédération reverse beaucoup d'argent à la PP, enfin monsieur le trésorier en parlera certainement. Ça permet à l'association évidemment de pouvoir remettre des trucs dans la rivière. La somme n'est pas négligeable, parce que c'est au niveau du nombre de pêcheurs. Alors plus vous avez de pêcheurs, plus vous touchez d'argent de la Fédé, ce qui fait que certaines APPMA touchent quand même des sommes importantes. Et Quiévrochin est parmi les mieux lotis, on va dire. Concernant les cormorans, écoutez, c'est un nouveau problème qui arrive du fait de la prolifération de ces fameux cormorans qui viennent piller nos rivières et nos plans d'eau. Des décisions devront être prises, à mon avis, dans les années futures. Mais ce qui bloque actuellement, c'est surtout la directive européenne qui nous interdit de tirer les cormorans ou de les tuer.
Voilà. Alors pendant, on va dire, une trentaine d'années, l'État a toujours eu de l'eau parce qu'il y avait un vivier. Oui, je me souviens. Et donc pour alimenter le vivier, la pompe tournait tous les jours, jour et nuit. Et donc il y avait de l'eau dans l'étang. Et on n'avait donc pas remarqué qu'il y avait, on va dire, un problème de fissure ou de fuite d'eau. Mais ici, il y a maintenant, il y a combien, quand on a supprimé le vivier, 8 ans, il y a 6 ans, par là, 8 ans, la mairie a restructuré, elle a fait enlever le vivier qui existait, et automatiquement la pompe n'avait plus lieu de fonctionner tous les jours. Et là, on a tout de suite vu l'effet, c'est que l'eau, à peu près à l'été, l'eau elle baisse de 7 à 8 cm tous les jours. Et on va dire, on peut remercier quand même la mairie de Quévrochac qui s'occupe de la pompe. Et on va dire, monsieur le maire qui donne l'autorisation de remettre de l'eau. Mais c'est récurrent, donc l'eau s'en va. Je ne pense pas qu'il y ait un trou. Je pense que c'est tout le sol, là où a été, on va dire, bâtie la structure étant, qui est une possette, et tout s'en va. Au niveau des berges de l'étang, de Quiévrochin, la fédération avait investi beaucoup d'argent et avait fait des travaux pour stabiliser les berges et rendre les berges accessibles aux pêcheurs. Malheureusement, les travaux qui étaient censés être écologiques, avec une protection des berges, avec de la toile, et des plantes, malheureusement n'a pas fonctionné apparemment. Donc ce sera un projet à revoir, peut-être dans les mois futurs. Voilà. Bon, nous, la municipalité essaie tout le temps d'être présente quand on peut. Et puis voilà, on soutient tout le temps le club, que ce soit côté Crépin ou que ce soit de notre côté, il n'y a pas de problème. Donc voilà, maintenant que l'année continue, avec les concours et les festivités, je remercie le club de pêche. C'est vrai que cette journée du 18 a été exceptionnelle. On a eu un temps formidable. Beaucoup de monde, bien sûr de pêcheurs, mais aussi de gens qui n'étaient pas forcément pêcheurs et qui sont venus s'initier, surtout avec l'objet qui était mis à disposition, j'ai oublié le nom. Le simulateur. Le simulateur, je reviens pas sur le nom. Mais très intéressant et à refaire si possible. Ça avait attiré pas mal de monde et intéressé beaucoup de gens. Voilà, merci à tous. Je vais dire un petit mot, le 30 août et 1er septembre sur la commune de Crépin, on va organiser un salon des loisirs de la ruralité, donc sur la pêche et la chasse, avec plein d'exposants qui seront présents. Et aussi la société de pêche qui sera aussi présente. Voilà. Alors à Quévrochin, on pêche, vu que c'est une première catégorie, on pêche la truite. Mais il y a aussi du gardon et des carpes. À Crépin, là, il y a bien sûr du gardon, des carpes, du brochet, des chevennes, des perches, beaucoup de poissons. Une rivière très riche en poissons. Il faut espérer que cette année, on n'aura pas l'ennui, comme les autres années précédentes, de la sécheresse qui handicape la pêche et les rempoissonnements. Ça, on ne peut rien faire.
Alors tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui à la salle des fêtes de Crépin. Je remercie monsieur l'adjoint au sport Patrick Mosette de sa venue aujourd'hui. Du coup, l'année 2024 pour l'USVC est une année record pour l'USVC. Vous allez voir dans le diaporama de cette présentation, nous verrons tout au long de la soirée. Donc, comme je le fais lors de chaque assemblée générale et présentation, j'ai le plus commencer par remercier les acteurs de cette saison, toutes les personnes, toutes les communes et sponsors qui nous ont permis de dire que la saison 2023-2024 pour l'USVC est une saison pleine de réussite à tout point de vue. Donc pour ça, merci à tous et je pense que déjà on peut vous applaudir. C'est ça, une grosse année pour l'USVC, notamment en termes de participation. On l'a vu, le résumé de notre saison, c'est 1170 participations au club. C'est simplement phénoménal. L'USVC est un club organisateur avec de nombreuses courses en 2023, mais vous allez le voir encore en 2024 également. On reviendra du coup à nouveau par 2 fois à Crépin, donc en mai prochain pour la course sur route et en janvier prochain pour un nouveau cyclocross et on l'espère pourquoi pas un magnifique championnat régional dans la municipalité de Crépin. Je remercie une nouvelle fois tous nos coureurs, tous les acteurs qui nous ont aidés à passer cette très belle saison et j'espère passer encore une meilleure saison pour l'année prochaine. Effectivement, deuxième année et encore une belle présentation de l'équipe qui a pris encore des coureurs en plus. On est passé à 70 coureurs, donc avec des nouvelles courses de prévues pour l'année 2024. Et puis toujours ce même engouement pour les courses, pour les joueurs, les coureurs, pardon. Et on a vu aussi beaucoup de jeunes. J'ai vu des jeunes sur la scène et ça m'a impressionné. Un tout petit, on verra sur les images, c'est impressionnant à cet âge-là faire des courses et c'est de bon augure pour la suite et pour le club. Et encore bravo à eux franchement pour l'année qui passe et puis toujours cette même volonté de toujours faire mieux. Oui, c'est ça. On a vu que dans le temps, c'était beaucoup de cyclocross. Dans la boue, c'était des champs de patates, comme disaient les anciens. Et on a évolué justement à l'inversement. Nous, on a évolué du cyclocross à la route plutôt que pas mal de clubs à l'inverse. On a vu également qu'on fait du e-cyclisme maintenant. Du coup, c'est une grande nouveauté avec des courses virtuelles, du coup, directement chez soi, sur son home trainer connecté. Et du coup, c'est vrai que c'est une vraie motivation pour nous de faire perpétuer cette tradition avec le cyclocross, la route et maintenant le e-cyclisme. Du coup, moi c'est Classe Anaïs. Du coup, ça va faire 6 ans que je fais du vélo. Et effectivement, j'ai directement commencé en UFOLEP. Alors au début, j'étais en féminine. Et ensuite, j'ai commencé en 4e catégorie. J'ai fait 2 années en 4e catégorie. Et j'ai eu une victoire dont... Alors c'était une en échappée toute seule. Je l'ai souligné parce qu'elle était dure. Et après, j'ai eu aussi une échappée avec mon cher collègue Franck. Bien mérité, franchement. Et donc là, je suis montée en 3e catégorie, un niveau plus élevé. Et ouais, donc j'ai fait 2e au championnat départemental sur route. Et au régional, je suis 3e. Et là, j'ai ce beau maillot que j'ai gagné du coup cet hiver au championnat régional cyclocross à Ollers. Alors cette année, chiffre record, j'en parlais juste avant. Cette année, l'Union sportive Valenciennes-Crépin, c'est 70 coureurs en termes d'effectifs. Donc ça va prendre du temps, vous en doutez bien. SMS, web, Messenger, WhatsApp, appel. Ça prend du temps. Merci à toute mon équipe bureau pour leur investissement durant cette année sportive, chacun et chacune à leur niveau, avec notamment mes parents qui s'investissent tout au long de l'année, également à vous pour eux. Ma compagne également qui doit parfois me supporter à l'approche des organisations, elle va rigoler, et pourtant me soutiennent beaucoup. Ainsi qu'à Lucas qui passe à chaque fois de longs moments avec moi sur les circuits de cyclocross pour préparer les circuits. C'est pas possible de dire quelques mots. J'ai trop de choses, trop de souvenirs pour les exprimer là.
Hein, ça a commencé, Florian vous a défilé toutes mes occupations autour du vélo. C'est vrai que le vélo, ça a été une bonne partie de ma vie. Et c'est une partie qui continue avec les autres qui arrivent derrière, les jeunes qui arrivent, et la municipalité de Crespin. Tout ça fait que le vélo n'est pas terminé pour moi. Et je vous remercie à tous de l'aide que nous apportez. Merci. Voilà, deuxième invité de ces nuits de la lecture ici à Crespin. Nous sommes avec Camille. Alors, on dit Duez ou Duvez? Duez. Duez? Oui. Duez? Oui. À la belge? À la belge, à la nordique. À la nordique? À la nordiste. Camille Duez. Oui. Voilà. Bienvenue ici au troisième nuit de la lecture, mais c'est la deuxième fois qu'on fait ces nuits de la lecture ici à la médiathèque de Crespin, hein, vraiment dans l'enceinte de la médiathèque. L'année dernière, c'était la salle des fêtes, pour un roman policier. Nous l'avons ici, Désigné coupable. Alors dites-nous tout, Camille. Tout d'abord, est-ce votre premier roman et qui êtes-vous exactement, Camille Duez? Alors oui, c'est mon premier roman. Je n'aurais jamais imaginé écrire un livre. J'étais nulle en français. Je pense que les profs de français seraient assez impressionnés de cette histoire-là. Et j'ai écrit ce roman parce que cette histoire m'est tombée dessus. Et vraiment, j'ai voulu rendre hommage, j'ai voulu mettre la lumière sur... Alors justement, pourquoi cette histoire vous êtes tombée dessus? Comme vous dites, elle vous est tombée dessus, mais expliquez-nous un petit peu. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents et j'ai toujours entendu ma grand-mère dire « Toi, t'as de la chance, t'as des parents, moi, j'ai jamais eu de parents. » Et cette phrase, vraiment, quand j'étais petite, je me disais « Mais c'est super triste, c'est horrible. » Et donc, on n'a jamais trop parlé. Et puis, juste après le Covid, ma grand-mère me dit qu'elle a retrouvé sa sœur biologique quand elle avait 60 ans. Aujourd'hui, elle en a 85. Et elle me dit « Mais j'aimerais bien aller voir ma sœur biologique, j'aimerais bien que tu m'emmènes. » En plus, elle sait y faire. Elle me dit « Parce que peut-être qu'à la prochaine fois, elle sera morte. » Je dis « Ok, je vais t'emmener, mamie. » Et donc, du coup, je l'emmène. Et à ce déjeuner-là, elles disent toutes les deux « Oui, tu sais, il y a eu un meurtre. Notre père, il a été en prison, etc. » Et je me dis « Mais c'est quoi cette histoire ?» Donc en fait, ma grand-mère a été retirée à sa famille quand elle avait 7 ans, sans explication. Elle n'a jamais su ce qui s'est passé. Et à ce déjeuner-là, j'ai le premier élément qui me dit « Ah bah, a priori, ça serait en 1950, quelque chose comme ça. » Et donc j'ai, en cachette, écrit à La Voix du Nord, essayé de trouver des informations pour savoir il s'est passé quoi en 1950 avec ce nom de famille-là. Et alors j'ai trouvé, La Voix du Nord m'a trouvé 3 articles de presse qui parlaient effectivement d'un crime à Saint-Angoël, donc de là où venait ma grand-mère, donc j'ai assez vite fait le lien. Et à partir de ces articles-là, j'ai une date précise, j'ai remonté via les archives pour avoir le dossier judiciaire de cette histoire. Et donc je suis allée, j'ai dû prouver que j'avais un lien de parenté avec mon arrière-grand-père du coup. Et une fois que j'ai eu tous ces éléments-là, je me suis pointée aux archives et je leur ai dit voilà, j'aimerais avoir ce dossier judiciaire. Et ils me l'ont remonté du coup. Je suis la première personne à l'avoir ouvert. Et je suis tombée sur un dossier judiciaire de 2500 pages, tout écrit à la main, avec des témoignages, des contre-témoignages, des personnages improbables. Et je pensais passer 10 minutes là-bas, regarder un résumé, et pas du tout. J'ai passé vraiment 7 heures à faire des photos de chacune des pages pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc c'est tiré d'une histoire, vraiment. Voilà. Et en rentrant chez moi, j'ai affiché toutes ces photos. Mon mur de mon appart parisien, donc petit appart parisien, est devenu comme une scène de crime avec des photos. Il y avait les photos du crime, il y avait les premiers rapports balistiques. C'est Cold case. Exactement. Tout premier rapport balistique. Il n'y a pas de test ADN à l'époque, c'est que des on-dit, donc j'ai pris tous les éléments. Et quand j'ai eu moi mon avis sur cette histoire, je me suis dit mais je peux pas la laisser, donc j'ai écrit mon roman. Donc je racontais quand même à mamie ce que je trouvais. Et j'ai écrit le roman par contre en cachette. Oui, mamie est là. Hein. Ouais. J'ai écrit le roman en cachette et puis un jour je suis arrivée, j'ai dit tiens mamie, l'histoire c'est ça. Alors, là j'ai Camille, j'ai Paulette qui est juste en face de moi. Effectivement, ça a dû être aussi un choc pour Paulette, je pense, de découvrir cette histoire.
elle avait très peu d'éléments, très peu d'éléments. Et en fait, c'est une autre génération, et une génération qui se disait, mais que vont penser les voisins si on sait mon histoire ? Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire ? Et en fait, nous, notre génération, moi, ma génération, je fais partie de cette génération des réseaux sociaux, on expose notre vie, on s'en fiche. Et je me disais, mais non, c'est la victime, il n'y a aucune raison d'avoir honte, et au contraire. Et là où je suis contente de ce roman, c'est que de cette fête, de cette histoire dont on parlait jamais, et qui même pour moi était un peu difficile à porter, de me dire, mais moi j'ai une famille super et tout, et ma grand-mère n'a pas eu cette chance-là. Et en fait, maintenant, c'est devenu une force. C'est-à-dire que maintenant, elle se balade avec son roman partout. Et elle le fait dédicacer. Paulette est célèbre. Hein. Et ouais, et même pour mes amis, tout le monde connaît Mamie Paulette. Tout mon réseau, à BFM, tout le monde connaît Mamie Paulette. Dans ce roman, Désigné coupable, tout commence chez deux frères qui sont des bouchers. Enfin, il y en a un qui est boucher et l'autre est quincaillier. Mais c'est le même... voilà, c'est la même, on va dire... la même structure. La même structure. Alors, ça a lieu à Mazingarbe, voilà, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et la boucherie existe encore. Et la boucherie existe encore. Alors, justement, le boucher, hein, voilà, le boucher est attaqué par des bandits, voilà, au domicile. Alors, il est attaqué au domicile, alors je vous explique. Le boucher ferme ses volets, hein, tac, tac. Il s'en va dans la deuxième partie de la structure qui est tenue par son frère, hein, voilà, qui est quincaillier. Et ils ont un petit peu, voilà, les deux frères, en fin de journée, hein, voilà, ils se racontent leurs histoires. Autour d'un verre de vin, on est dans le Nord. Et un peu de charcuterie. Un peu de charcuterie. Et un peu de charcuterie. Et soudain surgit deux bandits. Exactement. Qui sont-ils ? Que se passe-t-il ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on est conscient de par votre description, parce que là on était parti de cold case, mais là, on est carrément, vraiment dans une histoire un petit peu à la Tom Cruise, hein, où effectivement, ça canarde à plus savoir quoi en faire. Et effectivement, le boucher, enfin, c'est ça. C'est le quincaillier. C'est le quincaillier, pardon. Ouais. Le quincaillier est touché par une balle, hein, il s'effondre. Et puis, ben, c'est le drame. Hein. Voilà, on apprend qu'il est décédé. Et effectivement, son frère est terrorisé. Enfin, il est complètement paniqué, puisqu'il se dit, mais que se passe-t-il ? Et voilà, ça parle d'un fait divers qui pourrait paraître anodin. Et qui, d'un seul coup, va un petit peu partir voilà, dans un domaine bien précis. Alors on est avec Madeleine et Oswald à Saint-Angoël. Exactement. Dans une famille. Alors expliquez-nous un petit peu qui sont ces gens, hein, puisque quand on dit Saint-Angoël, quand on dit Pas-de-Calais, quand on dit Nord, on parle effectivement des mineurs de fond. Exactement. Quelle est donc cette famille de mineurs de fond ? En fait, c'est une famille, mais complètement traditionnelle. Il y en avait, mais des milliers à cette époque-là. On est à la Cité 10, ce sont des grands... tout le monde a la même structure de maison, c'est les mines qui payent le chauffage, ils attendent désespérément leur quinzaine pour pouvoir finir leur fin de mois. Enfin, c'est vraiment un univers qui est commun au Nord-Pas-de-Calais. Et cette pauvre famille, pour arrondir les fins de mois, ils hébergent un jeune homme. Et ce jeune homme, du coup, au lieu d'aller dans des grands dortoirs qu'on réservait à l'époque pour les travailleurs, il est chez eux, avec cette famille. Il y a une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons. Les toilettes sont à l'extérieur. D'ailleurs, ça n'est plus le cas depuis très peu de temps là-bas. Et je trouve ça incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est la description que vous faites de Oswald et de Madeleine et de cette vie des mineurs de fond à cette époque-là. Parce que dans Désigné coupable, certes c'est un roman, mais alors vous allez apprendre, si vous voulez connaître ce qu'est la vie des mineurs de fond et surtout ce qu'était la vie à cette époque, vous avez le roman parfait pour en même temps avoir une mine d'informations, c'est le cas de le dire, sur toute cette aventure et sur toute cette histoire qui a fait la gloire économique de la France, pas du Nord-Pas-de-Calais, de la France. Et alors effectivement, la vie de mineur, c'est le charbon, charbon livré. Vous parlez aussi des maisons, vous détaillez beaucoup les maisons, hein, les fameux napperons, Paulette, les napperons en dentelle. Là, je vois ma grand-mère du côté maternel, etc. Effectivement, moi j'ai connu un petit peu ça, mais du côté, non pas mineur de fond, mais sidérurgie. C'était à peu près la même chose. C'était lié. Hein. C'était lié. Et on apprend aussi, effectivement, et ça fera plaisir aux Crépinois, à l'époque, il y avait des colombophiles. Voilà. Hein, on connaît ici la Société des Franqueurs, les colombophiles locaux.
Et c'était la grande mode à l'époque, c'était la grande distraction. Hein. On peut dire que c'était même l'une des rares distractions. Oui, avec le jeu de la grenouille aussi. Voilà. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à côté de ça, ils étaient heureux dans leur cité minière. Ils avaient plein d'amis, ils allaient le soir boire au bistrot. Ils allaient boire au bistrot. Ils avaient une vie qui était différente de celle qu'on a aujourd'hui, mais ils étaient parfaitement heureux. C'était une famille simple, mais ils étaient complètement heureux. L'idée, c'était... Alors certes, j'ai voulu faire un livre pour raconter cette histoire et faire en sorte qu'elle ne se perde pas, mais il y avait tout un pan historique et un hommage au Nord-Pas-de-Calais qui pour moi était essentiel, puisque je viens d'ici, même si aujourd'hui je vis à Paris, mais je viens d'ici, j'ai fait mes études dans le bassin minier, donc à Valenciennes. Le centre audiovisuel est aujourd'hui à Wallers-Saint-Rambert, donc vraiment j'ai une attache pour ce milieu qui est forte, et du coup je voulais absolument leur rendre hommage aussi à travers ce livre. Alors ce qui est assez étonnant, et ce qui nous relie d'ailleurs à André Mfoula et à Effet Miroir, c'est que les enfants, on avait Paulette, mais on avait aussi Simon. On avait Simon, effectivement. On avait Simon. C'est assez rigolo cette façon de faire. Donc ils étaient 6 dans la famille. Et la manière d'appeler les enfants était assez drôle, puisque c'était Simon, Simone, Paul, Paulette et je ne sais plus les 2 autres. Mais les 2 autres, ça marche pas comme ça. Mais vraiment, il n'y avait pas d'attache au prénom comme on a aujourd'hui. Il y avait un enfant, on donnait un prénom et puis... c'est pas des recherches comme aujourd'hui. Tout à fait. C'était des prénoms, c'était donné plus simplement. Enfin, il n'y avait pas... des prénoms comme aujourd'hui imprononçables. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est assez étonnant, et vous l'avez aussi rappelé, c'est qu'il y avait donc Oswald et Madeleine. Alors, Oswald, comment vous décrivez Oswald ? C'est un garçon de 45 ans, un peu robuste, qui est un peu sec, mais qui est au fond hyper gentil, avec une balafre, parce qu'il a eu un coup dans les mines, et que du coup, une planche de bois lui est tombée dessus. C'est vraiment le nounours, quoi. C'est le nounours. Et Madeleine ? Et Madeleine, c'est une femme qui, dans les rapports de police, est décrite comme quelqu'un qui a un âge mental de 8 ans. Donc quelqu'un qui a un vrai problème d'attention, un problème psychologique. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui serait soigné. C'était pas le cas en 1947. Mais c'était une très belle femme. C'était une très belle femme. Faut quand même le dire. Oui. Vous insistez quand même. Oui. Alors, il y a aussi une autre personne, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans votre roman, et notamment, je pense à André. Qui est André ? André, c'est le méchant. André, c'est un jeune homme qui... Moi, j'ai noté le boulet. Ouais, c'est un boulet, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait plus... Qui arrive dans les mines, qui commence à travailler dans les mines, qui a fait plein de petits boulots avant, qui va là où il y a du travail, mais qui est fainéant. Voilà, quelqu'un qui a existé, en tout cas, dans cette histoire. Qui a existé, effectivement. Oswald le dit malsain, vicieux, enfin, il y a de la suspicion de vouloir gagner de l'argent frauduleusement, enfin, etc., etc. Il est fainéant. Et effectivement, suite à ce fait divers, arrive le commissaire de police. Voilà, une enquête de gendarmerie à Saint-Angoël et Mazingarbe. Commissaire Ségard. Oui, le commissaire. En réalité, tous ces prénoms existaient. Ils ont été effectivement modifiés pour plein de raisons. Je voulais pas avoir de problème avec la police. Mais en tout cas, ce personnage arrive, il veut savoir ce qui se passe. Il a probablement un temps déterminé pour le savoir. Et il va rapprochez-vous un petit peu. Il va très vite essayer d'avoir des conclusions. Il va mettre une pression terrible à ses équipes. Alors c'est le vrai gendarme. Oui. Vraiment pragmatique, qui va à l'essentiel, vraiment quelqu'un d'efficace, de lucide, un peu froid aussi, mais ce qui détermine en fait sa faculté à pouvoir aller jusqu'au bout de l'énigme, entre guillemets. Et donc, alors, d'un côté, on a Madeleine, Oswald, on a les enfants, on va se cantonner à Paulette et Simon, parce que Simon va jouer aussi un rôle très déterminant. Nous avons donc l'enquêteur de police, qui est effectivement le commissaire Ségard, et nous avons une autre personne. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique de l'époque, le fameux curé maire. Caractéristique, mais en même temps, ça ne devait plus exister. Je crois que Saint-Angoël, en 1947, c'est une des 6 dernières villes en France. Donc en France,
où il y a un curé-maire, parce que la séparation des pouvoirs, ça a eu lieu en 1905, il n'y avait plus de raison d'avoir des curés-maires. Et ce curé-maire, moi je l'ai beaucoup imaginé, beaucoup imaginé, j'ai eu énormément de récits sur lui, des témoignages que j'ai trouvés sur les sites de Saint-Goël, il a vraiment existé. Et ce curé-maire, il est décrit par toutes les personnes qui l'ont connu comme quelqu'un de méchant, profondément méchant, et il déteste Oswald et Madeleine. Ils les détestent, ils vivent juste à côté. Justement, moi, la question que je poserais, c'est pourquoi les déteste-t-il autant? On n'apprend jamais dans le roman, j'en dis pas plus, hein, mais je me suis posé la question. Dans Pourquoi le autant roman, de méchanceté? si vous le lisez, dans le roman, je mets quelques possibilités, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout pourquoi il les déteste vraiment, mais il vivait... Alors, la maison d'Oswald et Madeleine était juste à côté du cinéma du curé-maire et juste à côté de l'église. Donc tout ce qu'il faisait, tout ce que cette famille faisait, le curé-maire, il le savait, il le voyait. Donc je pense qu'il y a des choses qui lui plaisaient pas. Et il les aimait pas et il leur a fait savoir. Ah bah il a été très très loin le curé-maire. Voilà, on apprend aussi les soupçons et le casier judiciaire d'un certain Pierre Hamon ou Hamon. Hamon. Ouais. Qui est donc Pierre Hamon? Pierre, c'est un autre jeune qu'ils hébergeaient. Donc il y en avait 2. Ouais. Voilà. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a plein de paradoxes dans tout le dossier judiciaire. Il y a des choses qui... Bon, il y a des moments où on voit qu'ils sont 2, des moments où ils sont 1. Mamie a le souvenir de 0. Et donc c'est extrêmement bizarre, mais ça a été certifié par Oswald et Madeleine. Donc il y avait ce jeune homme qui, lui, voulait pas de mal. Je pense que c'était vraiment un gamin perdu de 17 ans qui arrive dans les mines du Pas-de-Calais. On lui dit bah vas-y, descends, va ramasser du charbon. Il y va. Il essaye d'avoir une vie malgré tout. Il est hyper influençable, comme Simon d'ailleurs. Et là aussi Simon. Hein. Ouais, là aussi Simon, ouais. Très influençable et on va dire le jeune garçon, pas du tout méchant, pas du tout mauvais, mais... Non, un peu rancunier, l'aîné d'une famille de 6 du coup, qui loupe à peu de choses son certificat d'études, qui du coup n'a pas de bourse et qui, à cette rentrée-là, ça se passe au mois de septembre, à cette rentrée-là, au lieu d'aller à l'école comme ses autres camarades, il va aller rejoindre les galibots et du coup descendre dans la mine très prochainement alors qu'il n'a que 13 ans. Et ce gamin, il est jaloux, il sait plus comment faire, il a peur du noir, il va se retrouver très bientôt dans la mine, il a peur du bruit. Enfin, il n'est pas du tout adapté à ce monde. Dans cette vie de mineur, ce jeune enfant, parce que à cette époque-là, voilà, on avait besoin d'argent aussi, il va devenir un galibot. Voilà, un jeune mineur qui va descendre. Alors il est tout jeune, Simon, il a quel âge ? 13 ans. Voilà, il va descendre dans les profondeurs de la mine et c'est passionnant parce que on apprend effectivement comment ça se passe en bas, hein, dans les veines, comme ça. Enfin, c'est extrêmement étroit. Voilà, et puis il y a une chaleur étouffante à l'intérieur, etc. Enfin, c'est vraiment un univers dans l'univers. Là, quand on parlait d'extraterrestres, on est vraiment dans un autre monde. Dès qu'on descend dans la fosse, c'est une autre planète. C'est une autre planète, il fait extrêmement chaud, le taux d'humidité est à 80%. Dans la fosse 10-10 bis où ça se passe, du coup à Saint-Goël, on pouvait descendre jusqu'à 735 mètres de profondeur, enfin c'est colossal. Et ce pauvre gamin, il a tout sauf envie d'y aller en fait. Exactement. Je pense comme tout, une grosse partie quand même des mineurs à l'époque où il fallait, c'était de père en fils et c'était comme ça en fait. Et c'était comme ça. Alors c'est ça qui est bien dit dans votre roman, comme vous dites, c'était comme ça. Parce que là où on parlait de pudeur avec André, là il y avait une pudeur aussi, c'est-à-dire que là il n'était pas question de dire non. Non, il pouvait pas dire non. Et il pouvait pas dire non. Il pouvait pas dire non, et puis c'est une conversation qu'on a eue avec mamie beaucoup, c'est que si ce drame n'était pas arrivé dans sa vie, elle aurait été à la mine. Enfin, comme ses autres frères et sœurs qui aussi ont été retirés à leur famille, mais il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait pas qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Non, c'est ça que tu vas faire de ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie, la mine c'est ta vie. On recoupe toutes les informations et c'est là que notre commissaire va en arriver à la déduction parce que aussi il rencontre le fameux curé-maire qui évidemment lui indique que cette famille, elle est bizarre. Oswald et Madeleine sont des gens qu'ils n'aiment pas beaucoup, mais en même temps les gens qu'ils accueillent, leurs enfants, ils sont pas, ils sont étranges. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand même dans les vrais documents, il dit il y a eux, mais il y a eux aussi, histoire de dire bon, je vais pas leur dire que c'est absolument eux. Il dit il y a eux et il y a eux aussi quand même.
c'est qu'on parle aussi d'autres personnages, comme Mohamed Dartiba et Nouri Djouti, Oui. du camp d'Aix-Noulette. Oui. Quel est donc ce camp d'Aix-Noulette? Le camp d'Aix-Noulette, c'est un endroit où les mineurs isolés, parce qu'en fait, l'histoire de la mine, à un moment donné, il n'y avait plus assez de mineurs du Pas-de-Calais. D'où les Ils étrangers. sont allés chercher les Polonais. Les étrangers. Voilà. Les Polonais sont venus. Et ensuite, ils sont allés chercher les gens du nord d'Afrique. Ouais, Donc, l'Afrique du voilà. Nord. Ouais. Et ils sont arrivés. Et comme ils étaient isolés et qu'ils venaient pas avec leur famille, au lieu de leur attribuer une maison comme ces familles du nord, on les mettait dans des dortoirs. Mais que font-ils? Qui sont-ils? Ils sont pas clairs, ces gens-là. Ils sont pas clairs, ils ont des... Et puis surtout, on les interroge. Et puis chacun a sa version et aucune version n'est bonne. Aucune version n'est la même en tout cas. Alors, c'est ça qui est assez absolument hallucinant. C'est-à-dire, ils mettent d'ailleurs beaucoup de temps à retrouver Mohamed Dartiba. Alors par contre, Nouri Djouti, voilà, l'interrogatoire se passe et effectivement, chacun, alors c'est ça qui est assez absolument stupéfiant, chacun a sa version des faits. Mais chacun a une version des faits qui tient la route. Et c'est là où ça devient compliqué dans cette histoire. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un peu une enquête à la Maigret, entre guillemets, mais à la Maigret où chaque emploi du temps, entre guillemets, où chaque dire, tient la route. Ah, c'est complètement. Ça m'a valu du temps pour essayer de comprendre qui a fait quoi. Ah oui, mais justement, c'est surprenant, mais vous l'exprimez bien dans le roman. Et là, je dis vous, parce que, effectivement, là, c'est à l'auteur que je m'adresse, c'est plus à l'ami et au confident, entre guillemets, comme André, c'est vraiment là la romancière. Là, on est vraiment dans le roman policier. Pour ceux qui aiment vraiment les romans policiers, c'est vraiment passionnant. Le grand alibi, c'est qu'en fait, ces deux jeunes ne pouvaient pas être véritablement les tueurs, entre guillemets, suivant leur dire, puisqu'ils étaient au cinéma. C'est ça. Cinéma du Curémer. De l'abbé Laurent, ouais. Et en fait, ce cinéma était en rez-de-chaussée, donc chacun dit qu'il était au cinéma, chacun a son petit ticket, la guichetière, oui, je les ai vus, etc. Et en même temps, l'abbé, le Curémer, dit qu'il ne les a jamais vus, ni l'un ni l'autre. Et c'est là que ça se complique. C'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a tué qui? Mais qu'ont-ils fait ces jeunes? Puisqu'ils sont quand même allés au cinéma, mais sont-ils restés au cinéma? Ils étaient intelligents, hein. Ils étaient intelligents. Oui, très intelligents. Puis surtout, j'allais dire, il y a de la suite dans les idées, mais en même temps, voilà, en tant que lecteur, on est devant chaque page et puis on se dit, mais c'est qui exactement? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire notamment sur les dénonciations, mais surtout sur le rebondissement? Parce qu'il y a un énorme rebondissement dans cette histoire, puisque on apprend que, je crois que c'est André, c'est tous les soupçons maintenant se portent sur André. Voilà, c'est lui, on comprend qu'il se passe telle chose, que tout revient sur son nom. Tout, absolument tout. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous vous dites, ça y est, l'histoire, elle est finie. Mais non. Le roman est fini, ça y est, c'est entériné, c'est André, ça ne peut être que lui. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Que se passe-t-il? Dites-nous tout. Il se passe que, comme je pense que cette hypothèse n'allait pas trop au Curémer, il fait en sorte de dire, non. Ah oui, super votre idée, monsieur, madame et gendarme, mais non, c'est pas ça l'histoire. Donc il réinvente une histoire, et j'en dirai pas trop, mais ça arrive sur Oswald et Madeleine. Complètement. Désigné coupable, Camille Duet, Oswald et Madeleine reviennent, j'allais dire, reviennent dans le game, comme on dirait aujourd'hui, reviennent dans le game. Alors pourquoi je dis ça? Je vais pas tout dire, mais effectivement, les deux personnages qui sont Madeleine et Oswald, il va se passer un énorme rebondissement à cause d'André, du Curémer. Et effectivement, cette famille simple de mineurs va se retrouver dans un tourbillon de problèmes qui va complètement les submerger, les dépasser. Et c'est là où, sans dire ce qui va réellement se passer, mais c'est là où vraiment, moi j'ai été impressionné. C'est-à-dire que on va se retrouver dans une cour d'assises. Voilà. On va vraiment se retrouver dans une cour d'assises. Et écoutez bien, parce que ça c'est extrêmement important.
On va se retrouver dans une cour d'assises avec des enfants qui vont être placés, je suis obligé de le dire, mais à l'assistance publique. Et effectivement, désignés coupables, c'est le titre parfait. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus mièvre, d'un peu plus convenu. Pas du tout. Et quand j'ai appris, puisque je l'ai appris plus tard, que Paulette était en fait cette mamie qui est là devant moi, effectivement, Paulette, venez un peu avec nous encore un petit peu 2 minutes. Dites-nous tout, Paulette. Quand vous avez lu le bouquin, ou quand votre petite fille vous en a parlé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle m'a demandé si je pouvais faire le bouquin. Et moi, j'ai mis toujours une barrière. Le jour où on m'a enlevé de ma famille, je me suis retrouvée dans une grande pièce. Ouais. Il y avait une pendule. Après, on est transféré dans un autre endroit. Après, on est transféré dans un autre endroit. On est 4. Il y a des dames qui arrivent. Le directeur très gentil, ça m'a fait penser à l'esclavage des Noirs. Oui. Le directeur dit « Laquelle vous choisissez ?» Ça m'a fait penser à ça, ça m'a marqué. Et j'ai toujours mis des barrières en pension, jamais se confier, pas pouvoir avoir de courrier. Et quand l'histoire s'est passée, je suis partie dans cette famille. Et cette histoire, je l'ai su avec Camille, elle est passée dans les journaux. Donc je ne comprenais pas parce que ces gens-là me disaient toujours « Tu dis que tu sais rien, tu dis que tu sais rien ». Parce qu'on allait à l'école, les gens prenaient les journaux certainement. Donc moi je disais toujours « je ne sais rien ». Donc je ne savais rien, j'ai jamais rien parlé. J'ai jamais rien dit, mais j'ai jamais parlé de mes enfants, rien. J'ai un fils de 62 ans, il ne connaissait pas mon histoire, il l'a connue avec le livre. J'ai toujours gardé tout en moi. Et lorsque Camille l'a fait, il y a eu comme une délivrance. D'un seul coup, je crois, oui. Je crois que je suis revenue au monde à cette période-là. Et puis alors, ça m'a fait un bien immense. Et alors, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est il y a 15 jours, on est allé à l'endroit où je suis née, et on a rencontré des gens, parce que Camille m'avait dit, l'histoire du maire et du prêtre, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Et on a rencontré des gens, un peu plus jeunes que moi, qui ont certifié que cette histoire-là, c'était vraiment vrai. Donc maintenant, je suis bien. Ah bah, vous êtes bien, et puis... à 85 ans, je suis bien. Et vous avez une petite fille aussi qui a mis en lumière une histoire absolument extraordinaire. Formidable, oui, c'est vrai. Bah, vous pouvez faire une grosse baisse, hein, comme on dit. Mais mes petites filles, ma famille, mes enfants, mes petites filles, comme moi, j'ai jamais rien eu, j'ai toujours voulu leur donner une situation. Mes petites filles, je les ai toujours gâtées, je les ai élevées, je les emmenais en vacances 15 jours par an à la mer. Toutes les 4, j'allais chercher les 2 à Toulouse, les ramener, on partait, et elles en gardent de très très bons souvenirs. Une belle revanche. Oui, oui. Moi c'était ça, mes enfants, une situation, du boulot, et ils sont toujours, n'ont jamais redoublé, mes petites filles non plus. Et puis, je suis satisfaite, je suis heureuse. Le reste, vous voyez, bon, j'ai des amis, tout ça. Mais moi, c'était ça qui comptait. Je voyais que ça. Donc, comme j'y suis arrivée, et comme j'ai connu mon histoire il n'y a pas longtemps, et ben c'est parfait. Maintenant, je peux mourir tranquille. C'est sa phrase préférée. Elle m'a dit pas maintenant. C'est sa phrase préférée. Pas maintenant. Voilà. Eh ben merci Paulette. De rien. Mille merci. Je pense qu'on peut applaudir Paulette. Un témoignage étonnant. Alors, je voulais quand même que Paulette témoigne, Camille, pour plusieurs raisons. La première, parce que Paulette est aussi le témoin d'une époque qui est complètement révolue aujourd'hui,
mais d'une époque qui était aussi, comme le titre, désigné coupable. Bah, c'est une époque qui était réelle, vraie et authentique. Voilà. Et il faut quand même rappeler aussi, et c'est pour ça que Paulette, le témoignage est important, parce qu'on parlait des mineurs, notamment la compagnie de Béthune, hein, de charbonnage de Béthune. Alors, là aussi, j'ai appris des choses, parce que si vous lisez ce bouquin, et vous allez voir jusqu'où je veux en venir, vous apprenez qu'il y a plusieurs types de charbon. Oui. Alors, on a le charbon à coque, pour la fabrication du fer, et on a le charbon à vapeur pour la production d'électricité. Ouais. Ça, je ne le connaissais pas. Vous voyez, j'apprends plein de choses. Alors, pourquoi j'en viens à Paulette? Bah parce que Paulette, comme vous l'avez dit si bien, Paulette non seulement a été le témoin, mais je pense a été aussi le témoin un peu effacé de cette histoire. C'est-à-dire que Paulette était une jeune fille, un enfant, et elle s'est retrouvée un petit peu embrigadée dans cette histoire sans véritablement la connaître. Et ce qui est voilà, pas du tout. C'était vraiment une sorte de voilà, les non-dits comme on dit. C'est-à-dire que vous êtes retrouvé à l'assistance publique, vous êtes retrouvé effectivement dans un environnement qui vous obligeait à vous mettre des barrières. Voilà, pour ne pas vous livrer, etc. Et puis, ce qui est assez intéressant dans ce témoignage, c'est le fait aussi que vous, Camille, en tant que professionnel de l'audiovisuel, et c'est là où je voulais en venir, c'est que vous n'êtes pas journaliste, vous avez fait vos études en audiovisuel, vous n'êtes pas journaliste, mais vous avez un regard de journaliste, et je pense que vous avez un petit peu le même regard que le commissaire. Parce que je me suis dit, mais Camille, elle se situe où, Camille? Je parle pas de vous, Paulette, mais elle se situe où, Camille? Parce que vous dites que Camille, voilà, elle aime bien sa mamie, etc. Mais vous, à quel personnage vous identifiez-vous réellement dans ce roman? Alors ça... Bah moi, j'ai un début de réponse. Ouais. Hein, parce qu'elle ne le dira pas. Hein. Ne vous inquiétez pas, elle ne le dira pas. Et justement, moi, mes soupçons, Camille, portent sur le commissaire Ségard. C'est possible. Ah, vous voyez, je mène l'enquête. Hein. Je mène l'enquête aussi. C'est très possible. Voilà, sur le commissaire Ségard. Parce que je me suis dit, Paulette, j'ai compris à la fin qui vous étiez. Et quel était donc ce personnage. Et voilà, ce sont des personnages réels. Ils sont vrais, ils sont authentiques. Mais je me disais, mais Camille, dans ce magnifique roman policier, mais où se situe-t-elle? Voilà. J'ai essayé de garder le plus, alors même si j'ai un affect immense sur cette histoire, mais le plus de neutralité possible. De tous les doutes que j'ai, ils sont dans le livre. Tous les moments un peu clés, ils sont dans le livre. Et à partir du moment où on passe au procès, le commissaire disparaît. Voilà, c'est ça. Après, débrouillez-vous. Eh bien, écoutez, moi je vous encourage à aller applaudir Camille Duet, hein, désigné coupable. On peut l'applaudir, messieurs, dames. C'est un grand... voilà. Alors, désigné coupable, inspiré d'une histoire vraie, librement adaptée. Si on te demande, tu réponds que tu ne sais pas. Et je pense que c'est la phrase clé, vous l'avez bien résumée.